ou par Zoom. Je remercie tout d'abord vivement Christiane Alberti et Aurélie Pfeffadel d'avoir accepté l'invitation du cartel à converser ce soir à partir de cet ouvrage « Psychanalyse et subversion des normes ». Christiane Alberti, vous êtes psychanalyste, membre de l'école de la cause freudienne, présidente de l'Association mondiale de psychanalyse, et vous venez juste de quitter vos fonctions de maître de conférence au département de psychanalyse de l'Université de Paris 8. Aurélie Pfeffadel, vous êtes psychanalyste, membre de l'école de la cause freudienne, membre de l'Association mondiale de psychanalyse et directrice du département de psychanalyse de l'Université de Paris 8. Cet ouvrage est le fruit d'un dialogue entre la psychanalyse et différents champs disciplinaires, tels que la philosophie, les mathématiques, la linguistique, la sociologie, l'histoire, les sciences de l'éducation. Ce dialogue sur la question des normes au sein de l'université lors d'un séminaire interdisciplinaire. Vous nous en direz certainement un peu plus. Élément contingent. Il y a tout juste 18 ans, jour pour jour, le 20 mars 2007, Jacques-Alain Miller interrogeait les connexions de la psychanalyse avec les disciplines connexes lors de la journée à Paris 8, intitulée « Lacan, le savoir, les savoirs ». En effet, tout au long de son enseignement, Lacan s'appuie sur les références d'autres disciplines, les mathématiques, l'histoire, l'anthropologie, la philosophie. Mais alors, où situer la psychanalyse parmi ces disciplines? Lacan parle alors de connexion de la psychanalyse avec d'autres champs, comme il parle dans la théorie de l'inconscient structuré comme un langage, de connexion entre l'ES1 et l'ES2. Puis, à la fin de son enseignement, orienté vers le réel, Lacan décrit la psychanalyse comme séparée, déconnectée, non plus fondée sur la connexion entre deux signifiants, mais sur la séparation, un tout seul. Je cite Jacques-Alain Miller dans sa leçon du 21 mars 2007 de son cours de l'orientation lacanienne, le tout dernier Lacan. Il dit « Cette rupture de continuité se lie dans le fait que le discours analytique est articulé autour d'une coupure, articulé autour d'une déconnexion du rapport du signifiant au signifiant, une faille entre S1 et S2. Lacan précise qu'il n'y a pas d'autre. Il y a au fond toujours quelque chose d'interrompu dans le rapport du signifiant au signifiant. Alors Jacques-Alain Miller indique qu'entre ces deux versants, la psychanalyse a cette marche boitillante, dit Jacques-Alain Miller. Boitillante entre sa perspective et sa pratique. Il y a un hiatus entre les deux. Sa perspective, c'est en effet la déconnexion, le réel comme ligne d'horizon. Mais la pratique de la psychanalyse fait un usage du sens. Et vous parlez de praxis dans votre ouvrage, la praxis analytique. Alors, sa pratique, n'est-ce pas aussi de converser avec d'autres disciplines? Alors, quel lien la psychanalyse, en tant que séparée, déconnectée, peut-elle nouer avec les autres discours contemporains, et particulièrement en ce qui concerne les normes?
C'est tout l'objet de votre livre. Comment la psychanalyse opère-t-elle parmi les nouveaux discours sur les normes? Et que veut dire subvertir les normes? Pour préparer cette soirée, nous nous sommes mis au travail en cartel avec Valérie Bussière, Jean-Noël Denard et Patricia Loubet qui a eu des soucis de train et qui va nous rejoindre au plus vite. Et notre plus un, Ligia Gorini, que je remercie vivement pour l'orientation qu'elle a donnée à ce travail. Dans l'organisation, chaque cartélisant a choisi un chapitre du livre qui le questionnait particulièrement. Et à partir de là, nous allons adresser 2 questions à Christiane Alberti et Aurélie Pfeffadel. Commençons donc par le chapitre 1, Vie et subversion des normes. Je vais dire les chapitres aussi pour avoir une vision globale. Le chapitre 2, Politique et gouvernance des chiffres. Jean-Noël Denard posera les questions. Le chapitre 3, Virilité plurielle et normes mâles. Chapitre 4, Éducation, normes ou désirs. Et enfin, chapitre 5, La langue et les normes, dont les questions seront posées par Valérie Bussière. Commençons donc. Donc, du fait de l'absence de Patricia Loubet, je vais lire sa question. Donc, Patricia a choisi une première question à partir du texte de Guillaume Leblanc, philosophe. Dans son texte, qui s'intitule La subversion des normes, Guillaume Leblanc avance ceci. Le propre d'une norme est d'être subversible. Elle doit pouvoir se subvertir. Sinon, c'est une loi, une règle. Le philosophe rejette donc un conditionnement exclusif, dit-il, par les normes. C'est d'ailleurs ce qu'avance Canguilhem. Les normes n'obligent pas, elles proposent, sollicitent, elles sont plus incitatives que prohibitives. L'idée d'une subversion des normes n'appartient donc pas uniquement à la psychanalyse, mais ce qui la distingue, c'est d'analyser la vie psychique des normes comme sa condition de réalisation, tout autant que son ultime lieu de résistance. Guillaume Leblanc parle plus précisément encore de la fonction de résistance de l'inconscient à la normalisation. Pourriez-vous déplier cette fonction de résistance de l'inconscient à la normalisation? Je vous passe la parole. Eh bien, on m'entend, oui. Alors d'abord, merci en notre nom à l'équipe de la bibliothèque et à Christelle Sandra pour votre invitation. Elle nous a d'autant plus enchantés que c'était pour nous l'occasion de revenir sur le travail de ce séminaire qui a été véritablement, on peut dire, une expérience passionnante. Et donc, ça me donne l'occasion aussi de dire un mot du contexte hein, de cet ouvrage. Donc, vous l'avez dit, c'est un séminaire interdisciplinaire qui s'est tenu à l'initiative du département de psychanalyse. Mais son point de départ est véritablement la thèse de doctorat d'Aurélie Pfeffadel sur la psychanalyse et l'envers des normes, réponse de Lacan à Michel Foucault, puisque c'est véritablement Michel Foucault qui a été à l'initiative, on pourrait dire, des questions adressées à la psychanalyse.
Et donc, la thèse d'Aurélie Pofadel vise à montrer comment l'enseignement de Lacan, d'un bout à l'autre de cet enseignement, euh, dans cet enseignement, Lacan s'efforce de penser les conditions de possibilité de la psychanalyse comme une pratique hors norme et comme un discours non normalisant. Alors, à la fois, on pourrait dire loin de la norme d'Hippienne, à laquelle on a pu le cantonner, mais on pourrait même dire aussi, y compris la norme d'Hippienne qui a été lue ou interprétée d'une façon justement normative, ce qu'elle n'est pas. Hein. On pourrait discuter, y compris de la norme d'Hippienne, de ce qu'elle représente. Et cette thèse finalement a exploré, on pourrait dire, le dialogue entre Lacan et Foucault de façon très, très instruite, de façon très précise. Et donc, à partir de là, une fois qu'on a dit que la psychanalyse est une pratique hors norme, on n'a pas balayé pour autant d'un revers de main la question des normes et on l'a prise au sérieux, donc dans un dialogue avec, enfin, dans une série de conversations interdisciplinaires. Donc, pour en venir au premier chapitre et à la question de Patricia Loubet, donc le premier chapitre aborde la problématique des normes sous l'angle de la vie, c'est-à-dire pourquoi l'existence humaine est confrontée à des normes et d'où ces normes tirent-elles leur pouvoir de normalisation, justement. Alors, je voudrais, ensuite je passerai la parole à Aurélie, je voudrais situer peut-être les références qui nous ont orientés dans ce chapitre et peut-être une référence qui m'a particulièrement intéressée parce qu'il me semble qu'elle fait le joint avec la question de l'inconscient. Donc évidemment, il y a les références à Foucault et à Canguilhem en tant qu'ils ont produit une critique assidue, on pourrait dire, du concept de norme, en montrant que ça n'est pas un concept neutre, qui n'est pas uniquement descriptif, mais que c'est un concept stratégique, donc pour Canguilhem, polémique, politique pour Foucault. Bon. Et donc, leur critique vise à montrer que la norme, elle est à la fois prescriptive, donc elle indique un devoir-être et elle est aussi descriptive, c'est-à-dire qu'elle indique ce qui est normal comme ce qui est tel que ça doit être, c'est-à-dire ce qui est en fait le juste milieu, on pourrait dire la moyenne, la vie moyenne, la vie moyennement, on pourrait dire statistique, y compris statistique. Bon, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Et donc, dans ces références, il y a toute la dimension du hors norme qui est à prendre au sérieux. Et une référence qui m'a particulièrement intéressée, c'est ce que Canguilhem appelle la valeur négative de la vie. C'est-à-dire que pour lui, la vie ne se fait connaître justement qu'à travers les erreurs, les ratés de l'existence qui révèlent ce qu'il appelle l'inachèvement de la vie. C'est-à-dire que le pouvoir des normes s'affirme d'autant mieux qu'il bute sur des limites qu'il ne peut franchir et vers lesquelles il est sans cesse ramené. C'est vraiment très intéressant ce mouvement qu'il décrit. C'est-à-dire que de ce fait, pour lui, il n'y a de normes qu'individuelles, puisque ça suppose d'impliquer le rapport au monde, le rapport aux autres, là où le sujet peut situer sa propre limite. J'ai trouvé que c'était très intéressant qu'à la notion de normalité prescriptive ou restrictive, Canguilhem substitue la notion de limite qui est bien plus subtile. Et donc, bon, ça c'est plus connu, le normal et le pathologique, qui refusent donc de fixer une fois pour toutes le normal et il propose de reconnaître au contraire ce qu'il appelle l'originale normativité de la vie. Je le cite juste sur ce passage parce que ça dit bien quelle est sa perspective. Ce n'est pas la vie qui est soumise à des normes, hein, c'est-à-dire qu'il ne pense pas les normes comme agissant de l'extérieur sur la vie,
mais ce sont les normes qui, de manière complètement immanente, sont produites par le mouvement même de la vie. Il y a une essentielle normativité du vivant, créateur de normes. Donc, nous, on dirait, ben, au fond, la norme est incluse dans l'être lui-même. C'est-à-dire, il conçoit la vie vraiment comme une puissance dynamique de dépassement. Donc voilà, il me semble que c'est dans cette prise, dans un rapport au monde et aux autres, précisément dans ce que le sujet peut instaurer de limites, qu'on peut trouver un point de jonction avec la question de l'inconscient. Et sur ce, je passe la parole à vous. Dans une dimension créatrice. Enfin, voilà. Oui, voilà, je pense que ce qu'apporte peut-être la psychanalyse lacanienne sur la question des normes dans le débat contemporain, c'est que justement, avec Lacan, on peut ne s'intéresser pas seulement au processus de normalisation, mais à la normativité, c'est-à-dire à la puissance créatrice, comment le sujet est aussi, en effet, créateur de normes. Donc, c'est cette perspective qui rend voilà, l'approche lacanienne peut-être intéressante. Euh, alors, je voudrais juste signaler que l'ouvrage a été publié aux presses universitaires de Vincennes, voilà, au PUF, dans une nouvelle collection qui est maintenant celle du département de psychanalyse, Arguments analytiques, voilà, qui est dirigée par Déborah Guterman-Jacquet et puis Sophie-Marie Malval. Je crois que c'est important de, voilà, de dire que c'était le deuxième ouvrage qui était paru dans cette collection. Et voilà, qui est promise, j'espère, un bel avenir. Alors pour bon, la fonction de résistance de l'inconscient, on pourrait dire d'abord c'est sans doute le symptôme hein, qui est la première manifestation de l'inconscient qui vient se mettre au travers des normes et des processus de normalisation. Et Freud avait relevé déjà comment en effet, disons, la poussée pulsionnelle vient, enfin les normes, les dispositifs, disons, signifiants de la civilisation qui visent à normer les individus butent sur la poussée pulsionnelle et sur la sexualité. Enfin, c'est vraiment l'impossible que Freud avait mis au cœur de ces deux grandes activités de normalisation que sont gouverner et éduquer, ce qui correspond à des chapitres d'ailleurs du livre. Voilà, et on voit bien que les sujets qui viennent consulter des psychanalystes, ils viennent justement en raison de tout ce qui vient, qui déborde leur système normatif propre, c'est-à-dire leurs angoisses, leurs symptômes, leurs inhibitions, pour reprendre la trilogie freudienne, enfin tout ce qu'ils n'arrivent pas à maîtriser, qui les submerge et où les normes ne suffisent pas, où la bonne volonté, et donc voilà. Alors, je voudrais juste revenir un peu sur le travail de Guillaume Leblanc, parce que voilà, c'est à partir de son texte que ces questions sont posées, parce que à la fois, donc Guillaume Leblanc, c'est quand même un ami de la psychanalyse, on l'a invité plusieurs fois, et c'est un des philosophes qui est grand spécialiste actuel de la question des normes, qui a beaucoup travaillé sur Foucault, Canguilhem, aussi Judith Butler. Et donc, lui, ce qui l'intéresse, c'est à la fois le fait enfin, d'étudier la question du sujet formé et produit et créé par les normes, mais aussi comment les sujets recréent les normes. Et l'idée d'une subversion, enfin, l'idée qu'il avance de la subversion, c'est de dire que finalement, les sujets ont une marge de manœuvre dans la façon dont ils ne sont pas produits mécaniquement par les normes, mais ils ont une marge de manœuvre dans la façon dont ils font usage de ces normes, dans l'écart qu'ils vont instaurer par rapport à la norme, dans le fait que les normes sont toujours multiples et contradictoires entre elles, et que donc il y a des trous dans la raquette, en quelque sorte, et un espace pour le sujet. Néanmoins, oui. Oui. Je donne un exemple qui est assez amusant et parlant. Non, juste, il dit, ben, par exemple, un ouvrier devant sa machine ne reste pas devant sa machine en pensant je fais ce qu'on me dit. Hein, c'est-à-dire que il est toujours à une certaine distance de ce qu'on lui a dit de faire. Voilà. Et que c'est là qu'il se produit comme sujet. C'est ça. Hein. Oui, puis il y a aussi l'idée d'intersectionnalité, c'est-à-dire, enfin, ce qu'on appelle comme ça aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est à la fois soumis aux normes de genre, aux normes de race, etc. Enfin, bon. Et que, donc, c'est quand même une perspective qui est très foucaldienne et butlérienne. Et je pense que c'est peut-être l'occasion ici de rappeler la différence quand même avec une approche lacanienne de la question des normes.
parce qu'il faut bien avoir en tête, enfin, que l'arrière-plan, c'est quand même que Foucault a mis en avant la dimension de la norme contre l'idée d'une loi symbolique structurant l'existence humaine, enfin, contre une idée psychanalytique finalement, enfin, c'est-à-dire l'idée qu'il y aurait un interdit fondateur, une loi princeps qui serait fondatrice du sujet. Contre ça, le fait de promouvoir plutôt la conception que le sujet serait formé de normes multiples, ça veut dire que c'est des normes construites historiquement, socialement, et que si c'est construit, ça peut être déconstruit. Si c'est performé, selon le mot de Butler, ça peut être performé autrement, et que la subversion, elle se fera à même les normes, c'est-à-dire en usant autrement. Et donc, je pense que le point fondamental de divergence avec l'approche lacanienne, c'est que nous, on sait bien que la loi et l'interdit, c'est pas du tout le dernier mot de Lacan, et que Lacan, il a plutôt promu un trou fondamental qu'une loi fondamentale. C'est-à-dire que ce trou, on l'appelle le non-rapport sexuel ou le S de grand tabaret ou je ne sais quoi, mais qu'en tout cas, il relativise totalement la notion de loi, etc. Et il me semble que la pomme de discorde entre les Foucaldiens et les Lacaniens sur la question des normes, c'est par rapport à ce qui vient faire trou dans l'économie des pratiques et l'économie des représentations qui, en fait, ne suffisent pas pour nous à rendre compte de ce que c'est que les normes. Ça change tout si on prend en compte le fait qu'il y a un trou quand même du sexuel ou pas. Enfin, Mais c'est très actuel parce que j'ai une patiente de 16 ans qui me parle de ses amis, d'un ami et qui dit c'est un déconstruit. Et alors je la regarde et je dis mais qu'est-ce que c'est? Ah ben c'est un homme. Voilà, c'est c'est Sandrine exactement. Rousseau qui parle de son mari comme un homme Voilà. déconstruit. Mais c'est passé voilà, dans la langue des ados. C'est ça. Très pressée, mais juste revenir sur ce que tu disais, parce que j'étais très sensible à ce qu'il dit, Guillaume Leblanc, sur la valeur d'usage, en fait, l'usage qu'on fait des normes et l'inventivité du sujet. Pour moi, ça change tout, hein. C'est-à-dire que il y a une certaine plasticité, on peut modifier, comme disait Christiane. Et je dirais que le seul, enfin, là où il y a quand même un petit frottement, une différence dans les approches, c'est que il parle d'un sujet conscient, c'est-à-dire, et on pourrait dire quand même la subversion lacanienne, parce qu'on posait la question qu'est-ce que c'est, Lacan amène le mot subversion par rapport à la subversion du sujet. Donc voilà, nous, c'est quand même par rapport au sujet de l'inconscient. Bon, voilà. Mais Alors, outre votre livre Lacan versus Foucault, on trouve deux références majeures en filigrane dans le livre, Psychanalyse et subversion des normes. Le livre d'Éric Laurent, d'abord, L'envers de la biopolitique, et aussi, à plusieurs reprises, l'article de Jacques-Alain Miller, L'ère de l'homme sans qualité, dans la revue de la cause freudienne 57. Et donc, j'ai deux questions à partir de ces deux références. Alors la première question peut-être, donc vous commentez une certaine doxa qui ferait de la psychanalyse une pratique normative supposée gardienne d'un ordre patriarcal, hein. Or, l'ouvrage démontre que la psychanalyse récuse le discours du maître qui tente de nous persuader qu'il y aurait, je cite, équivalence des corps entre les individus, comme le formule Éric Laurent donc, dans L'envers de la biopolitique. Ce serait une promotion de la jouissance des corps comme semblable qui ferait l'impasse sur la singularité inhérente à la parole. Singularité dont d'ailleurs Jacques-Alain Miller dit qu'elle porte en elle la distance avec aucune communauté. Là, aucune classe, aucune norme finalement. Alors cette doxa s'appuie donc sur le corps et je me demandais si les normes ne font pas finalement toujours référence d'une manière ou d'une autre, bien sûr, au corps, corps du semblable plus que corps parlant. Et quand Éric Laurent dit équivalence des corps, on peut penser qu'équivalence, c'est un opérateur logique. Donc, qu'est-ce que vous pourriez nous dire de ce point? Oui, alors peut-être avant de répondre directement à la question
complexe, faire un petit point justement sur les références que vous avez citées et peut-être revenir sur le travail d'Olivier Rey qui a été véritablement passionnant sur l'histoire de la statistique, hein, puisque le chapitre, donc sous le titre Politique et gouvernance par les chiffres, visait donc à se centrer sur, vous l'avez donné en référence, hein, l'article de Jacques-Alain Miller, L'homme sans qualité, c'est-à-dire l'entrée de la personne dans la quantification, hein, avec finalement le désenchantement que la statistique a fait subir à la personne, c'est-à-dire on dissèque la personne finalement en éléments signifiants et donc c'est ce que montre l'article de Jacques-Alain Miller. Lorsque cette opération elle s'effectue sur la masse, sur les grands nombres, elle a pour effet justement de faire s'évaporer le singulier, hein. Et donc, voilà, dans ce contexte, finalement, dans le champ psychanalytique, on considère que l'homme moyen n'existe pas, que c'est une fiction mathématique, abstraite, mais que l'homme moyen n'existe pas. D'ailleurs, puisqu'on est là, cet ouvrage se déroule dans le champ universitaire, Lacan avait bien épinglé au sein même de l'institution universitaire le, le- le- le fait que les étudiants eux-mêmes étaient réduits à la valeur comptable, qu'on pouvait les ramener aux valeurs d'UV ou maintenant on dit, on dit EC, voilà. C'est-à-dire, voilà, c'était vraiment la traduction de la domination par le chiffre 1, c'est-à-dire la forme la plus bête du signifiant maître, on pourrait dire, hein, le chiffre 1. Bon. Euh, et, et un des effets de la gouvernance par les nombres, ça me donne l'occasion de dire un mot de la contribution de Philippe Lassagna, il montre très bien, c'est que ça a impliqué finalement l'affaiblissement de l'État. Il dit que finalement, ça permet au sujet de sortir de la subordination, c'est-à-dire ça permet au sujet de sortir de la subordination que l'État représentait, mais en même temps, c'est une subordination qui allait de pair avec la protection de l'État, alors que le système pseudo-libéral, sous le règne de la quantification et de la statistique, je le cite, hein, met en cause les droits de l'homme et laisse le sujet sans recours face au règne de la marchandisation de toutes choses et au diktat du centisme, hein. Donc ça, c'était un des effets que Philippe Lassagna a souligné s'agissant de la mondialisation ultralibérale. Alors, dans la contribution d'Olivier Rey, il y a deux choses qui m'ont intéressée. D'abord, ce qui était très intéressant dans l'historique qu'il fait de la statistique et du succès, de l'engouement pour la statistique, il faisait remarquer que, au fond, au départ, c'est le développement de la statistique à partir de questions politiques et de biopolitique, hein, comme vous l'avez indiqué, plutôt qu'une question proprement scientifique. Donc, ça n'est pas un résultat, au départ, ça n'est pas une production première du discours de la science, mais plutôt un, un effet, une production du politique. En quel sens? Donc, il situe vraiment l'essor de la statistique au moment du développement industriel où les communautés se sont désagrégées au profit de l'entrée de l'individu dans le rapport au social, hein. Mais ça suppose d'extraire l'individu de la communauté comme individu. Bon. Et donc, il dit que c'est dans ce contexte que la statistique va prendre une importance extraordinaire, c'est-à-dire que à partir de là, pour les gouvernements, il s'est agi de gérer au mieux le capital humain. Et gérer au mieux le capital humain, ça voulait dire connaître le chiffre de la population, connaître le chiffre du partage entre les deux sexes, entre les âges, entre les différentes professions, entre les différentes conditions sociales, connaître l'âge commun des vivants, enfin, ce qu'il appelle la vie moyenne ou probable, hein, la vie statistique. Bon.
Et donc, voilà, c'est là que la statistique s'est avérée vraiment comme l'instrument absolument indispensable à la biopolitique et à la gestion des masses, hein, on pourrait dire. Bon. Mais ce qu'il montre aussi, donc ça c'était le point qui m'a particulièrement intéressée, c'est que l'idée d'être gouverné par les chiffres a été tellement bien intériorisée que quand on essaie de critiquer ça ou de chasser ça, ça revient au galop. Ça revient parce que, au fond, l'opposition qui date pas d'hier entre la logique managériale et la vraie vie, hein, quand la critique, elle repose là-dessus, on opposerait le réel de la vraie vie à la politique, au management. Hein. D'abord, il dit que ça ne date pas d'hier, et il prend un exemple. Il dit, par exemple, les mêmes qui critiquent la logique managériale, finalement, sont les premiers à revendiquer des statistiques sur le genre, sur les professions et le genre, par exemple, au nom de la revendication de l'égalité. Et donc, c'est le point qui m'a intéressée et qui rejoint la question que vous évoquez sur le corps, c'est-à-dire que les revendications contemporaines du droit à, j'ai le droit à, elles tendent à promouvoir le régime de l'égalité absolue. Et l'égalité absolue, elle s'obtient aujourd'hui, enfin, dans le contexte civilisationnel qui est le nôtre, à partir de l'identité. Je suis ce que je dis. Donc, je suis un homme parce que je dis que je suis un homme, je suis une femme parce que je dis que je suis une femme, je suis un parent parce que je dis que je suis parent. Et donc, c'est à partir d'une généralité abstraite, dont on voit au contraire qu'elle essentialise les sujets, qu'on entend fixer un mode de jouissance. Au fond, tous les hommes auraient le même mode de jouissance et toutes les femmes auraient le même mode de jouissance. Et donc, c'est l'illusion du partage identitaire de la jouissance qui prend le pas sur quoi? Sur la différenciation des jouissances. C'est même, on pourrait dire, l'immixtion des jouissances, comme Lacan a parlé de l'immixtion des sujets. Et donc, quel est l'effet de ça? C'est que l'effet, justement, c'est de faire disparaître le corps. C'est-à-dire que les sujets, sous le poids de cette essentialisation, perdent leur consistance de corps parlant. Ils perdent leur consistance de corps jouissant et soumis en proie à la satisfaction. Et d'ailleurs, Jacques-Alain Miller faisait remarquer ça, par exemple, à propos des signifiants de la famille, maintenant on dit de la parenté. Au fond, l'évolution est telle que l'essentialisation de ces signifiants, par exemple du signifiant parent, a eu pour effet, au fond, d'irréaliser la famille. C'est-à-dire, ça, comme le sujet perd sa consistance de corps, au fond, ça a un effet d'irréalisation, qui est un concept que Lacan avait promu dans son texte sur la criminologie. Et donc, voilà, il faisait remarquer que les signifiants père et mère, par exemple, se sont vaporisés sous le coup de cette généralisation à outrance. Donc, je dirais que la norme, évidemment, elle prétend traiter la jouissance, mais que le mouvement de civilisation que nous connaissons actuellement, il a plutôt pour effet d'irréaliser les sujets. Et dans ce contexte, le symptôme, justement, il n'a pas droit de citer. Et on peut même dire qu'il est désinvesti par les sujets eux-mêmes. Je ne sais pas si Aurélie. Oui, parce que c'est une question, le fait de rapporter les normes à la dimension imaginaire du corps, ça m'a fait réfléchir. Parce que je me disais que en première approche, qu'à mon avis, il faut apporter une réponse nuancée. La mienne sera un point de vue décalé par rapport à ce que tu as pu dire, mais parce qu'en effet, selon un premier partage, on pourrait se dire que entre la loi et les normes, voilà, la loi, ça relève du symbolique. En effet, c'est une question, est-ce que les normes, du coup, ne relèveraient pas plus de l'imaginaire? C'est-à-dire à l'époque où on est
de déflation du symbolique, voilà, de pulvérisation du symbolique. On a l'impression qu'on a affaire à une montée en puissance de l'empire des images et que, en effet, par exemple, Lacan, dans son texte sur le stade du miroir, il a d'emblée posé que l'image, la belle forme complète du corps, la belle totalité dans le miroir jouait comme norme par rapport, comme norme idéale, d'image idéale par rapport à, à l'individu morcelé. Enfin, qu'il y a, mais en même temps, je me disais que c'était pas totalement satisfaisant de s'en tenir à une approche imaginaire des normes, parce que bah, c'est ce que nous apprend aussi Foucault. On peut tirer enseignement de ce que dit Foucault, c'est le fait que les normes, elles sont toujours prises quand même dans un discours. Il y a un discours propre aux normes et aux disciplines, à côté du discours juridique. Et d'ailleurs, Lacan dira aussi la même chose, même si sa notion de discours n'est pas la même que celle de Foucault. Les mathèmes des discours qu'il pose dans le séminaire 17, on pourrait dire que c'est une façon de penser la manière dont les corps sont attrapés par les discours, comme il dira plus tard. Et donc, il n'y a pas de normes sans discours. Je crois que c'est vraiment. Et le discours, il attrape les corps par la jouissance, voilà, par le biais de la jouissance du corps. Et donc, c'est quand même le corps jouissant et parlant qui a affaire aux normes. C'est pas seulement le corps imaginaire. Enfin, c'est peut-être juste pour nuancer. Alors oui, une seconde question. Bon, vous en avez parlé, Christiane Alberti. Olivier Rey, donc, qui est mathématicien et philosophe, dans un des articles de l'ouvrage, évoque donc les différents effets du chiffrage sur les individus. Et il souligne cette tension entre, d'un côté, la passion d'être classé, qu'on retrouve dans la revendication de diagnostic, par exemple, et de l'autre, la plainte d'être traité comme un numéro. Alors cela fait écho au texte de Jacques-Alain Miller, donc L'ère de l'homme sans qualité, où il évoque le discours contemporain avec le devenir unité comptable du sujet, donc la réduction au chiffre 1 dont vous parliez. Alors je me suis demandé si dans ce monde de la norme et du chiffrage généralisé, le sujet n'aurait d'autre destin que de faire retour dans le réel sous la forme de l'objet en trop ou du symptôme. Pour le dire autrement, quelles peuvent être les conséquences cliniques de cette généralisation des normes pour le maître moderne? Est-ce que cela promet l'addiction pour tous, par exemple, ou la mélancolie ou l'état maniaque pour tous? C'est-à-dire, quelle est la reconfiguration de la clinique à partir de cette question des normes? En fait, je pense avoir en un sens, j'ai un peu répondu. Oui, j'avais un peu anticipé cette question. Oui, je dirais plutôt, oui, quand vous dites addiction, c'est au sens pas de la catégorie clinique, ou quand vous dites mélancolie ou manie, en fait, vous évoquez plutôt les passions tristes, on pourrait dire, de la clinique contemporaine. Mais et encore, quand on dit passion triste, il y a la passion de l'être. Là, on peut dire, justement, il n'y a pas la passion, c'est pour ça que je disais, c'est plutôt une clinique où le symptôme ne se présente pas comme tel, ou même, comment dire, le retour sur soi que suppose la mise en forme du symptôme oui, n'a pas cours, et que donc il faut, dans le champ de la psychanalyse, faire tout un trajet pour que ça apparaisse. Il me semble que c'est ça la note. Une symptomatisation. Voilà, pour qu'il y ait une symptomatisation et qu'il y ait de l'ouverture à un appel à l'autre, ne serait-ce que cette dimension-là. Donc, il me semble que c'est ça la note contemporaine. C'est pour ça que je disais que le symptôme lui-même est désinvesti par le sujet. Mais oui, c'est vrai que quand même l'alliance, enfin, le maître moderne, si on considère que c'est l'alliance du discours de la science et du discours du capitalisme, en effet, il y a peut-être un axe, enfin, les individus sont de plus en plus équivalents, enfin, mis en équivalence avec des objets, les objets en toc, jetables. Enfin, il y a cette idée qu'il y aurait un devenir
d'objets A, d'objets déchets dans la civilisation moderne, enfin, des sujets. Et c'était une idée qui m'était venue lorsqu'il y avait eu les journées sur le DICO, Je suis ce que je dis, sur le fait que ça, c'était aussi une manifestation contemporaine peut-être dans les symptômes contemporains, le fait de dire je suis ce que je dis, enfin que c'était une certaine manière pour les sujets de se renarcissiser. C'est-à-dire que là où il y a par rapport à ces sujets qui s'équivalent eux-mêmes à des déchets, enfin qui, par rapport à cet être peut-être cet accent mis sur la déchétisation des sujets, que c'était une façon de récupérer, dire De l'être. de l'être Mm. et puis surtout, et aussi par rapport aux normes, à l'anonymisation, je dirais, des normes chiffrées, etc., de dire je suis ceci, je suis cela, c'est comme si c'était une chasuble aussi, de dire, voilà, la pride, voilà, la fierté de pouvoir affirmer une identité. Voilà, bon, c'est une des idées qui m'est venue sur les symptômes contemporains liés à ce. Oui, c'est-à-dire Ouais. de récupérer Une chasuble, en une quelque sorte. épaisseur d'être, mais peut-être justement sans le narcissisme, parce que le narcissisme, ça suppose que ça soit chevillé au corps, justement. Et là, on a vraiment Là, il n'y aurait pas de narcissisme, ça serait une façon de. oui, on a une affirmation de l'être avant même que la question se pose, quasiment. Des choses comme ça. Bon, à voir. Bon, je vais lire donc pour Patricia Loubet qui n'a pas encore réussi à nous rejoindre. Une question qui porte sur le chapitre 3, virilité plurielle et normes mâles. Elle arrive vers sur c'est ça? Oui, nous pouvons tout à fait passer à Christelle. Tu fais ouais. Donc, passons au chapitre 4 pour attendre notre collègue Patricia Loubet qui posera sa question quand elle revient, quand elle arrivera. Donc, moi, je me suis intéressée au chapitre 4, éducation, normes ou désir. Donc, Aurélie Pfaufadel, dans l'éducation, vous questionnez avec Lacan l'antinomie des normes et du désir. Vous dites que cette antinomie n'est qu'apparente et qu'il s'agit qu'elle soit dialectisée. En effet, on a pu l'entendre, Lacan a d'abord développé dans son enseignement la norme oedipienne, c'est-à-dire que le désir du sujet naît de la prise de la jouissance dans la logique de la loi paternelle. C'est le principe de la métaphore paternelle. Cette opération crée une perte de laquelle émerge le désir de rechercher l'objet perdu. Mais aujourd'hui, le discours contemporain sur l'éducation semble radicalement disjoindre normes et désirs. Pour exemple, prenons la définition de l'OMS de l'éducation thérapeutique du patient, où là, il n'est nulle question ni du désir, mais seulement de normer les patients. Voilà ce que cette définition dit. Il s'agit d'acquérir ou maintenir les compétences dont les patients ont besoin pour gérer au mieux leur vie, pour comprendre, collaborer ensemble et assumer leurs responsabilités. Alors, sans prôner la nostalgie d'une société régie par le nom du père, comment la psychanalyse peut-elle subvertir ce discours contemporain ?
Alors, peut-être pour répondre à votre question, déjà on peut essayer de préciser en quoi le discours contemporain opérerait cette disjonction entre normes et désirs dans l'approche de l'éducation. Alors, pour rappel, l'éducation thérapeutique, ça comporte quand même l'idée de, pour les patients qui ont des maladies chroniques, de leur donner des guides, voilà, avec des protocoles pour leur permettre de prendre eux-mêmes en charge leurs soins, enfin, et donc de s'auto-gérer, de soigner. Donc, il y a une auto-prise en charge. On est du côté de l'auto. Ou même des patients aussi qui deviennent eux-mêmes soignants. Voilà, en fait, donc il n'y a plus d'autres. ça va Les avec pères la paire, aidants. voilà, la paire aidant. Sinon, si on demande à des petits autres d'épauler, mais en tout cas, c'est quand même l'idée que on se passe du grand autre. Enfin, que c'est une idée de l'éducation où on dit débrouillez-vous tout seul. Et puis on voit bien comment ça permet de faire des économies dans un contexte, que ce soit en psychiatrie ou ailleurs, où il y a de moins en moins de lits d'hospitalisation. Et voilà, donc débrouillez-vous, comme disait. C'était Rodolphe Adam qui disait ça l'autre jour à notre séminaire. On en appelle à l'autonomie du sujet, c'est vraiment le signifiant maître aujourd'hui, hein, l'adaptation, l'autonomie. Et puis, ça va de pair avec le fait de procéduraliser, c'est pas très joli, c'est un peu un néologisme, mais de penser le savoir sous forme de procédure en plusieurs étapes, où on va vous apprendre à gérer n'importe quelle situation selon un manuel descriptif. Et là aussi, on voit bien comment ça s'inscrit tout à fait dans les paradigmes cognitivo-comportementalistes, en fait, cette approche-là. C'est ce que Virginie Leblanc, dans son excellent texte voilà, sur l'éducation, met en avant dans cet ouvrage, en montrant que voilà, on demande maintenant, que ce soit aux étudiants, aux élèves ou aux patients, de se dresser eux-mêmes. Hein. Et alors, ce qu'on pourrait faire valoir contre cette approche depuis le point de vue de la psychanalyse, je dirais, ce que met en avant Virginie Roïc Leblanc, c'est ce qu'elle appelle l'inéducable, le fait que la psychanalyse et Freud a insisté sur la part du pulsionnel qui ne saurait jamais être éduquée, la part du sexuel qui fait buter, point de résistance. Et elle cite d'ailleurs Éric Laurent, je vais citer dans les traumatismes du savoir, qui dit « La réduction de l'éducation à l'apprentissage est une façon de rêver l'éradication du rapport du sujet avec la pulsion. » Voilà, c'est le rêve d'éradiquer tout ce qui est du côté de la cognition, ça serait ça. Donc on peut faire valoir l'inéducable, et puis je pense que clairement on peut aussi faire valoir ce qu'on appelle le transfert en psychanalyse, c'est-à-dire que on a l'idée que quand même l'apprentissage, enfin que on peut pas c'est-à-dire que c'est dialectique, en effet, parce que je pense que l'approche psychanalytique, il y a les deux. Il y a l'idée qu'on ne peut pas se passer d'un rapport au grand autre, enfin, qu'il y a dans l'apprentissage authentique, un rapport, une aliénation quand même d'abord primordiale au grand autre, une supposition de savoir à d'autres, mais qu'il y a aussi quelque chose qui échappe à ça, enfin, qu'il y a aussi quelque chose qui échappe aux normes de l'autre, et c'est justement le reste, c'est là que le désir vient se loger, et que c'est toute la question de comment... qu'est-ce qui va être attrapé d'intime chez un sujet qui va faire, qui va rentrer dans un apprentissage. Enfin, Virginie déploie très bien cette question quand même du symptôme du refus d'apprendre. Ce symptôme auquel on a affaire dans notre clinique, enfin, notamment chez les enfants, ça montre bien qu'il y a quand même quelque chose du sujet qui est en jeu dans entrer bah, c'est-à-dire, ça, je crois que c'est votre deuxième question, parle de ça. Christiane, tu veux... Oui, non, en t'écoutant, je me disais que justement, comment dire, finalement, dans le contexte actuel, on se retrouve à la fois faire valoir ce que tu évoques et que Virginie Leblanc, dans son texte, évoque, c'est-à-dire à la fois la part inéducable, et en même temps, on se retrouve comment dire, à souligner l'importance du rapport à l'autre primordial, c'est-à-dire l'importance de l'éduquer.
justement l'importance de l'éducation, enfin, sans le auto-éduquer. Donc, comment dire, on n'est pas dans la position d'opposer la psychanalyse à l'éducation, mais au contraire à interroger ce que serait l'éthique du discours éducatif, c'est-à-dire en tant qu'il reconnaît la valeur de l'autre primordial. Donc, il me semble que ça, c'est propre à l'époque. On en est à faire valoir la valeur de l'autre primordial, de l'autre éducatif, des parents comme passeurs du monde. Donc, enfin, il me semble que ça, c'est une note proprement contemporaine. Et l'autre chose qui m'a intéressée dans le texte de Virginie Leblanc, c'est la façon dont effectivement, elle cite Éric Laurent sur le fait que justement la réduction de l'éducation à l'apprentissage, c'est pour ça que je pense à cette note proprement contemporaine, et aussi ce qu'elle introduit comme rapport au savoir. C'est-à-dire, elle met en tension finalement les deux choses, et elle donne cet exemple que donne Lacan, que je trouve assez savoureux, c'est-à-dire on peut toujours apprendre à jouer du piano, à monter à cheval, on pourrait poursuivre la liste de tout ce qu'on peut apprendre, mais quand il est question de la rencontre avec l'autre sexe, alors là, on est foncièrement inadapté, et donc c'est là qu'elle introduit le concept de répétition. Donc elle dit dans l'analyse, au fond, c'est ça qu'on traite, on traite la répétition, et elle cite Lacan, je trouve que c'est une citation absolument remarquable, c'est toujours l'apprentissage. Donc, dans l'analyse, c'est toujours l'apprentissage de quelqu'un qui fera mieux la prochaine fois. Voilà. Donc, je trouve que c'est remarquable, et le texte de Virginie Leblanc est formidable. Alors, il y a un autre texte aussi de Johanna Lenné Cornuez, Johanna Laine Cornuez, agrégée et docteur en philosophie. Et son texte s'intitule « Destituer la place du maître ». Donc, elle s'intéresse dans ce texte à la pédagogie subversive de Rousseau. Et elle prend la figure d'Émile, voilà, la figure d'Émile, donc de Jean-Jacques Rousseau, pour interroger le consentement de l'enfant à l'autorité. Donc, elle présente la méthode de Jean-Jacques Rousseau, qui est une méthode à l'envers d'une éducation coercitive. Il soutient que l'éducateur intervienne le moins possible, prenant une part de liberté de l'enfant. Mais Johanna Laine Cornuez perçoit que cette méthode pourrait au contraire s'apparenter à une forme de manipulation, dit-elle, la plus efficace et perverse qui soit, car elle laisse l'enfant aux prises aux bonnes intentions du maître. L'auteur parle alors du consentement impossible de l'enfant à l'autorité qui le gouverne. Alors, de quel consentement s'agit-il dans le rapport de l'enfant au savoir? Et je reviens aussi un petit peu au magnifique texte de Virginie Leblanc-Roïc, qui parle du désir au creux d'une certaine forme de dressage à la norme, celle de l'aliénation langagière à laquelle il s'agit de concéder. Alors, de quel consentement s'agit-il pour la psychanalyse? N'est-ce pas sans lien avec la position de l'autre auquel l'enfant a affaire, éducateur, enseignant, psychanalyste? On a déjà commencé un peu, mais poursuivons. En fait, j'aurais une petite, une petite réserve ou réticence à parler de la question dans ce contexte du consentement, parce que c'est vrai que c'est une notion qui a envahi on pourrait dire tout le champ des idées. Et ce que j'y vois à poser la question en ces termes, c'est que il me semble que ça rejoint l'idée que la moindre dissymétrie, c'est
il y a une dissymétrie entre l'enfant et l'éducateur. Donc pour nous, c'est la dissymétrie entre le sujet et l'autre primordial auquel chacun a affaire. La moindre dissymétrie est interprétée en termes de domination. Et oui, 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 oui. Oui, mais ça suppose quand même de faire tout un trajet pour situer le consentement en lien avec l'action de la cause. Mais voilà, le fait qu'on pose la question en ces termes du consentement de l'enfant à l'autorité, oui, si vous voulez, la question même du sujet, elle inclut le fait que le sujet, fondamentalement, il est toujours défense par rapport à la jouissance. Donc, il me semble que la question se pose autrement quand on la pose à partir du sujet du signifiant. Bon, moi j'avais une réponse un peu plus classique, mais classiquement de dire le consentement, bon, c'est du côté de la cession de jouissance, enfin, c'est-à-dire que l'enfant concède à céder une part de jouissance pour entrer dans les normes de l'autre, enfin, dans le code, voilà, concède à une perte, à sortir de son homéostase, à parler la langue de l'autre. Et c'est vrai que Lacan, quand même, emploie des expressions comme ça, il faut en suer un coup. Alors, pour accéder au savoir, à un savoir, mais là, il parle du savoir de l'analyse aussi. Donc, je pense qu'on peut faire. Mais bon, il y a quand même l'idée que pour accéder au savoir, il faut en baver un coup, il faut en suer un coup, il faut y mettre du sien, qu'il y a, le sujet joue sa partie. Après, Virginie, par exemple, elle essaye aussi c'est pour ça que son texte est vraiment très dialectique, c'est ça qui est intéressant, où elle essaye de montrer comment, pour qu'il y ait consentement, enfin pour qu'il y ait, la question, elle se pose aussi du côté de l'enseignant, de comment attraper quelque chose quand on occupe cette position, de comment causer le désir de savoir, si tant est qu'on puisse causer quelque chose, mais comment susciter, attraper quelque chose chez ceux à qui on s'adresse. Et que c'est toujours, voilà, il s'agit de capter quelque chose, d'un intérêt intime, d'une trace intime de jouissance, de quelque chose qui va, voilà, attraper l'élève ou l'étudiant. Et puis il y a aussi toute une réflexion que déploie, dont je parle un peu dans mon préambule à ce chapitre, et puis que développe Virginie. Leblanc elle reprend le développement que fait Jacques-Alain Miller dans L'enfant et le savoir sur l'obscur désir de l'éducateur et le fait que, donc, en effet, c'est parce que dans votre question, il y avait la question du rapport à la position de l'autre et que c'est pas tout à fait la même chose d'avoir affaire à un maître féroce et sadique et d'avoir affaire à quelqu'un ou à un éducateur total comme le père de Schreiber, ou d'avoir affaire à quelqu'un qui reconnaît en lui-même la part d'inéducable, mais que quand même on peut interroger, tout désir éducatif est interrogeable. Et puis elle a cette citation de Lacan dans le séminaire 10 où Lacan évoque la méchanceté de toute position éducative. Ça, j'ai trouvé que c'était quand même c'est-à-dire le fait de prétendre, et Miller, il dit, la jouissance, pour les éducateurs, leur jouissance infâme à opérer par le biais des semblants du savoir sur la jouissance de l'enfant. Voilà, il y a toujours une jouissance infâme à prétendre éduquer l'autre. On retrouve aussi la fureur sanandi de Freud, de vouloir guérir, enfin vouloir le bien. Donc, c'est ça. Voilà. Oui. Passons au chapitre 5 avec deux questions posées par Valérie Bussière. Alors, en partant de plusieurs lectures,
j'ai extrait des points qui m'ont permis de formuler 2 questions. Donc, sur ce chapitre 5 qui s'intitule « La langue et les normes ». Mazarine Pinjot aborde dans votre ouvrage, la spécificité de la langue nazie, étudiée par le linguiste Victor Klemperer. Donc, dans la LTI, la langue du Troisième Reich, on repère le changement de la valeur des mots et le style déclamatoire du langage. C'est un courant sonore de la langue, comme le formule là Klemperer. Dans la novlangue que George Orwell invente dans son roman, là aussi, il explique notamment dans l'annexe, l'énonciation est évacuée, le vocabulaire est réduit, le but est de supprimer l'équivocité de la langue. Donc, dans l'ouvrage, Sophie Marais-Malval revient sur cette question et elle indique comment c'est une langue sans sujet. Effectivement, Orwell précise que l'élocution est martelée, monotone. En fait, il dira c'est une saccade sonore. Alors, venons maintenant à l'écriture. Je me suis intéressée à 2 points contemporains. L'écriture inclusive, qui envisage de favoriser l'égalité des sexes en réformant la langue, notamment avec le point médian qui a été inventé pour, soi-disant, marquer la diversité d'une catégorie et assurer la visibilité des femmes. On pourrait dire que c'est donc une langue moralisée. Il y a aussi l'écriture prédictive, issue de l'intelligence artificielle et du traitement algorithmique et statistique de la langue, dont le processus de tokenisation, il y a eu un studio Lacan là-dessus qui expliquait bien ce processus, c'est-à-dire de division en tokens. En fait, c'est la langue est découpée là en unités hors sens. Alors, ma première question est donc, si on met en série la langue nazie, la novlangue, l'écriture prédictive, on repère finalement à quel point l'équivocité est supprimée, l'énonciation est mise à mal, voire cette langue efface le dire singulier du sujet. À vouloir ainsi supprimer les marques d'une normalisation telle que l'écriture inclusive l'espère, en modifiant notamment les règles grammaticales, on obtient une autre forme d'effacement. Finalement, est-ce à dire qu'il n'est pas possible de supprimer la norme dans la langue? Alors, donc d'abord, ce chapitre-là sur la langue, oui, c'est un chapitre très important parce qu'au fond, c'est peut-être celui qui est le plus connexe au champ de la psychanalyse, la question de la langue et de tout ce qui est hors norme dans la langue, justement, est au cœur de la praxis analytique, hein, qui fait même, on pourrait dire, la matière intime de la psychanalyse. Alors peut-être pour aborder la question que vous posez, j'avais envie d'abord de revenir sur la contribution de Jean-Jacques Le Cercle, puisque c'est un philosophe du langage, donc sa contribution était très, très intéressante. Donc d'abord, finalement, il a fait valoir pourquoi, pour lui, la logique de la norme en matière de langage était justement une logique très importante, justement parce que ça répond à une logique. Donc il dit qu'au fond, dans le langage, il y a 3 dimensions. Il y a le normé. Le normé, c'est-à-dire c'est ce qui se mesure, c'est-à-dire ce que je peux... ce qui est conforme à un ordre légal. Il y a le normal. Alors, le normal, en fait, ça désigne le cas général. La régularité qui, justement, n'a pas besoin de règles, n'a pas besoin d'être mesurée, puisque ça s'impose, c'est ce qui est. Et puis, il y a l'anormal, ce qui est hors norme, qui attire l'attention, hein, c'est-à-dire tout ce qui sort de la norme et de la normalité. Donc c'est ça, hein, donc il y a le normal qui s'impose, le normé
qui veut mesurer le normal et qui donc contraint le normal. Et puis le hors-norme, qui est aussi le contre-norme, voilà, qui justement enfreint la prescription. Bon. Donc, pour lui, c'est très intéressant voilà, de garder ces trois dimensions parce qu'il dit que ça permet de comprendre le changement dans la langue. Pourquoi les langues changent, pourquoi la langue évolue, et que la langue change, bon, c'est une évidence, hein, que le normal change avec le temps, là où le normé résiste, là où le linguiste, toujours un peu prescriptif, se désole du déclin de la langue. Alors, il a donné plusieurs exemples sur les jérémiades, comme il dit, des linguistes qui se plaignent du déclin de la langue. Il dit, si l'on en croit ces récurrentes déplorations, la langue anglaise ne cesse de décliner depuis le Moyen-Âge, ce qui permet d'accueillir ces affirmations avec le calme nécessaire. Voilà. Bon, donc si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que non seulement ce qui est hors norme se coule dans la langue, mais constitue la langue. C'est ça qu'il a montré et qui était vraiment très intéressant. Et donc, finalement, ça nous intéresse parce qu'au fond, au cœur de l'inconscient, justement, il y a le hors-norme de la langue, il y a tous les ratés de la langue, les bévues, les achoppements, les ratés du langage, qui révèlent que notre propre langue est truffée de bizarreries, de hors-normes, et que souvent on ne la comprend pas. Et que donc une psychanalyse c'est fait justement pour tirer au clair le rapport à sa propre langue. Donc là, une des boussoles, c'est quand même ce que Lacan dit de la langue. Une langue, entre autres, n'est rien de plus que l'intégrale des équivoques que son histoire y a laissé persister. C'est la veine dont le réel, qu'il n'y a pas de rapport sexuel, y fait dépôt au cours des âges. Donc la langue, pour Lacan, c'est vraiment la manière dont le langage a pris corps pour un sujet. Donc ça traduit vraiment la façon dont la langue s'est constituée, bricolée, sédimentée finalement au cours de l'histoire. Bon, et donc elle est évidemment éminemment singulière puisqu'elle charrie, elle transporte toutes les identifications, toutes les expériences, toutes les souffrances qui l'ont constituée. Donc, c'est ce que vous évoquez que mentionne Sophie Marais-Malval, c'est-à-dire qu'on vit un moment absolument crucial sur ce plan-là parce que c'est le statut même de la langue et de la parole qui est remis en cause. Hein, c'est-à-dire que on voit se répandre les pratiques qui instrumentalisent la parole et qui la ramènent à un outil de communication. Bon, et donc, la question que vous posez sur finalement, est-ce qu'on peut réformer la langue et comment peut-on dominer la langue? Là, on voit bien que ça rejoint aujourd'hui, par exemple, toutes les polémiques qu'il y a autour de la traduction, hein, ou bien toutes les questions que pose le langage inclusif que vous citez. C'est-à-dire que les questions que ça pose, c'est vraiment les questions de l'avenir de la langue. Hein. Si on veut bien considérer, comme le mentionne Jacques-Alain Miller, qu'il n'y a pas la langue, hein, et qu'il y a les langues et qu'aucune n'est substituable à une autre. Il n'y a pas le tout de la langue. Et donc, par exemple, pour la traduction, il en déduit un principe de l'impossible de la traduction. Et justement, c'est bien parce que la traduction est impossible que du coup, ça conditionne toute traduction et que ça rend la traduction possible. Alors, dans ce que vous évoquez du langage inclusif ou des polémiques autour de la traduction, il y a toujours finalement le souci d'épurer le langage, hein, c'est-à-dire de considérer que parce qu'on touche au mot, on touchera à la chose. Hein. C'est vraiment une conception du langage naturaliste. Et un des repères qu'on peut avoir, c'est la critique que fait Lacan, par exemple, des précieuses, de l'invention des précieuses qui voulait, justement, en frappant le mot, elle pensait qu'elle viendra à bout de la question, finalement, du phallus. Donc, voilà, c'est une théorie, au fond, naturaliste du langage qui considère que le mot
est en lien direct finalement avec sa signification ou avec son sens. Voilà ce que je peux dire pour vous répondre. Donc, c'est une utopie de vouloir réformer la langue. Et ce que tu dis fait écho à ce que dit aussi Mazarine Pinjot, où elle évoque cette question de l'écriture inclusive et elle pose cette question de est-ce qu'on peut vraiment vouloir réformer la langue de manière militante? C'est-à-dire, bien sûr, on peut avoir des effets en usant de mesures politiques, etc. Mais elle dit, il y a finalement, ça s'inscrit dans les profondeurs du goût. Enfin, elle a une autre formule, mais elle dit la même chose, que c'est tellement pris dans l'histoire des mœurs enfin, ce qui fait que qu'une langue va se transformer, c'est pas tant par une action de maîtrise volontaire, consciente, institutionnalisée, etc., qu'on va l'obtenir, que par le mouvement même de la civilisation et des trans. Ouais, exactement. Et ça m'a fait penser aussi ce que tu disais à un passage que cite Sophie Marie Malval dans son texte, page 196. Elle cite Lacan, le symptôme qui dit, où Lacan dit on crée une langue pour autant qu'à tout instant on lui donne un sens, on donne un petit coup de pouce, sans quoi la langue ne serait pas vivante. Elle est vivante pour autant qu'à chaque instant on la crée. C'est en cela qu'il n'y a pas d'inconscient collectif, il n'y a que des inconscients particuliers, pour autant que chacun, à chaque instant, donne un petit coup de pouce à la langue qu'il parle. Ça, je trouvais que c'était un... Mais en tout cas, moi, il me paraît évident qu'on ne peut pas supprimer les normes de la langue, puisque à partir du moment où les langues sont communes, enfin, voilà. On s'interrogeait quand on avait préparé la conversation, on se demandait qu'est-ce que ça serait une langue complètement hors norme, c'est-à-dire un idiolecte. Même les langues parlées par un seul ont des règles, semble-t-il. Enfin, même quand c'est dans la psychose, des langages, des langues privées, elles ont quand même des règles, oui. Ou alors, ça serait du pur... Bah, ça rejoint peut-être votre deuxième question. Alors, finalement, ce qui échappe aux normes langagières, aux règles grammaticales, aux principes de la syntaxe, en somme, ce qui subvertit les normes de la langue. Donc, par exemple, voilà, on a parlé de la saccade sonore de la novlangue, ou encore le courant sonore de la langue, comme décrit Klemperer. Finalement, tout ce qui échappe pourrait être nommé donc le reste. C'est vrai que Jean-Jacques Le Cercle parle du reste. Je trouve ça très intéressant. Donc finalement, ce qui reste, ce hors norme, peut-on aussi l'entendre comme le bruissement de la langue, la matérialité du langage, ou comme vous l'avez formulé, la matière intime de la langue? Il me semble qu'en arrière-fond, vous avez en tête l'idée de la langue en un seul mot de Lacan, c'est-à-dire l'idée que avant même de maîtriser voilà, avant même de maîtriser la structure du langage, l'enfant a un usage de jouissance des mots qu'il va attraper, qui vont passer à travers sa passoire. Dit Lacan, il va attraper quelques détritus avec du langage avec lequel il va se débrouiller, avec lequel il va jouer, et que en effet, le premier rapport à la langue est un rapport de jouissance et non pas de communication. Donc c'est pas un rapport normé, mais c'est un rapport de traces intimes de jouissance et la façon dont le rapport le plus intime et singulier de chacun à une langue. En effet, en ce sens-là, ça serait pas tant du côté du sens et de la. Enfin, le langage, dit Lacan, est une élucubration de savoir sur cette. Voilà, donc, en ce sens-là, on pourrait en effet dire que. Il y a quelque chose de non normé du côté du rapport à la matérialité du langage, etc. Mais après, c'est peut-être un peu rapide quand même, je me disais aussi, de faire un partage de cette façon, parce que
enfin, je sais pas, mais par exemple, on pourrait, si on pense au surmoi, à la vocalisation du S1, enfin, il y a aussi quelque chose du côté du sonore et de la matérialité qui peut être du côté de l'injonction pure. Enfin, donc, je suis pas sûre qu'on puisse, voilà, dire la matière poétique et sonore, ça serait hors norme, et le sens serait du côté des normes. Je pense que c'est ça. Enfin, je sais pas. C'est les idées qui me venaient comme ça. Oui, c'est bien. Oui, oui, tout à fait. C'est vrai que c'était d'essayer d'attraper qu'en même temps, on ne peut pas supprimer la norme et en même temps, voilà, quelle était cette partie du langage qui était sans la norme, quoi. Mais effectivement, on ne peut pas faire un partage aussi clairement. Très bien. Alors, c'est donc Gilles Masberna, j'espère que j'écorche pas son nom, qui demande: est-ce que la norme et le hors norme ne font pas partie d'un même ensemble normé, une notion de multicouche ou d'ensemble inclus dans un espace contenant ses propres limites? En fait, c'est l'idée de Jean-Jacques Le Cercle, ça, hein, finalement, qu'il y a un nouage entre le normé, le normal et le hors norme. Oui. Et que le hors norme prend sa valeur sur fond de normé et de normal, finalement, de dimension à la fois prescriptive et puis de dimension qui relève de l'expérience, aussi bien comme le disait Aurélie, de ce qui chemine dans les profondeurs du goût, qui fait que la langue évolue. Et Lacan, alors, entre la norme et le hors norme, par rapport à la question qui vient d'être posée. La citation que tu as lue, là, je trouve que c'est très éclairant là-dessus. Sur la langue ou en général? Parce que moi, en général, j'ai l'idée que Lacan, quand même, il a, tout au long de son enseignement, il a repris à chaque fois à nouveau frais cette question de qu'est-ce qui vient normer la jouissance, enfin, que ça soit qu'on le pense à partir du nom du père, je sais pas, de l'objet petit a, des signifiants maîtres, des S1, bon, et de ce qui échappe. À chaque fois, il a repensé aussi ce qui échappe à la norme, c'est-à-dire que à un moment, ça va être l'objet A, et puis après, ça va être saisi plutôt du côté de la jouissance féminine, après le symptôme, enfin que c'est peut-être si on suit le trajet de la notion de réel chez Lacan, ça permet de suivre. Mais dans une dialectique. Oui, toujours, je pense. C'est ça. Oui. Oui, c'est-à-dire, enfin, il me semble que justement par rapport à, si on prend par exemple la norme d'Hippienne, il me semble qu'effectivement, même si dans son enseignement, il a relativisé cette norme avec le jeu de mots qu'il fait sur le normal, la norme mal, enfin, malgré tout, dans l'analyse, on se demande justement ce qui vient à la place pour un sujet, ce qui vient à la place du nom du père, si c'est plus une boussole. C'est-à-dire, ce qui vient à la place, c'est une question fondamentale. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que le sujet va vivre de façon moins égarée? Oui, ça, on pourrait dire qu'on passe enfin bon, après c'est un peu sans doute très, très rapide ce que je dis, mais
on passe d'une perspective de normalisation par l'autre avec un grand A, de comment les normes de l'autre s'imposent au sujet, puis il y a toujours un reste. Ça, c'est dans le premier, dans disons les années 50, c'est ça, comment les normes s'imposent, la machinerie oedipienne, puis il y a toujours quelque chose qui échappe, et que finalement la perspective, elle devient plutôt celle de l'un dans les années 70, et la question de qu'est-ce qui vient jouer comme norme pour un sujet, c'est-à-dire comment, en effet, là où il n'y a plus la norme universelle du nom du père, qu'est-ce qui va permettre à un sujet d'opérer un nouage, que ça, de pas être fou, que ça parte pas dans tous les sens, que les trois dimensions se nouent et que quand même il puisse y avoir en effet une boussole, enfin quelque chose qui localise voilà, qui localise la jouissance, qui la limite, comme tu mettais la fonction de la limite, qui vient de faire borne, aussi bien qui viennent capitonner le sens et borner la jouissance, enfin, que ça se pose du coup dans une perspective voilà, plus du côté de l'un. Voilà. Qu'est-ce qui vient jouer comme norme? Ouais. C'est ça, la norme est nécessaire, mais que ce soit le nom du père ou autre chose. Mais c'est la norme commune, en fait, que Lacan met en question. C'est que, en effet, chaque sujet, et à la fin de son enseignement, chaque par-lettre, euh, fonctionne ou a une logique avec une norme. Mais je trouve que la révolution lacanienne, c'est que chaque norme est singulière et qu'une analyse met au jour le fonctionnement et la logique et l'invention de chacun d'avoir trouvé ou accroché, trouvé, je ne sais pas, ça fait un peu décision, mais en tout cas, d'avoir accroché quelque chose ou consenti à quelque chose d'une norme qui fasse limite, qui fasse qu'il puisse parler avec d'autres, vivre en communauté, mais éminemment singulière, de manière singulière. Pardon, on voit que la norme, là n'a plus rien de normal, en fait. Enfin, que justement, si c'est singulier, mais comme vous dites, c'est intéressant de dire ce qui permet quand même. Parce qu'un sujet qui n'aurait pas de norme, on voit bien enfin, dans des déclenchements psychotiques, c'est un sujet qui est complètement éparpillé, enfin, qui a affaire à un débordement, à quelque chose qui est. Voilà, où en effet son monde n'a plus de stabilité. Enfin, et on voit bien qu'il y a un effort il y a un effort du sujet, que ce soit du côté du délire ou du côté pour essayer de restabiliser son monde et donc de le renormer d'une certaine façon, mais que c'est un effort créatif là de produire quelque chose qui va permettre que ça tienne de façon éminemment singulière. C'est bon, mais je pourrais peut-être vous entendre réagir sur un fait d'actualité. Parce que je lisais cette semaine que le New York Times a publié une liste de mots que l'administration Trump est en train d'interdire de leur site web officiel, et ils essayent de bannir ça des documents et sites officiels. Donc, cette nouvelle administration aimerait que des mots comme femme, racisme, pollution ou des mots liés au genre, aux minorités sexuelles ou ethniques, ainsi qu'au changement climatique soient enlevés des documents officiels. Donc, on parlait de la LTI, de la langue du Troisième Reich. Donc, cet usage qui est assez... Patricia arrive. Un usage qui est assez habituel des totalitarismes, on peut le dire comme ça. Comment vous entendez ça? C'est assez... En fait, oui. Oui, en fait, ça m'évoque ça justement, euh, que c'est une chose que Barthes dit, que je trouve très éclairante. Il dit que la véritable censure, ça n'est pas là où on interdit de parler, ou là où on retient, c'est plutôt là où on contraint à parler sur un certain mode. Et il dit que c'est ça la véritable censure. C'est pas la police du langage, mais c'est plutôt là où on intervient sur le style, sur la manière de parler. Et au fond, tout ce qu'on évoquait de novlangue, qu'évoquait Valérie Bussière, voilà, ça relève, selon lui, de la véritable censure. Ça m'évoque ça. C'est un exercice de censure.
Nous accueillons Patricia Loubet. Bonsoir Patricia. Et donc tu arrives tout juste pour poser la deuxième question, voilà, sur le chapitre 3. J'ai suivi le début du Zoom depuis loin. Donc, le texte de Daniel Roy est une boussole précieuse pour ne pas se perdre dans la jungle des discours sur la norme mâle. Que dit-il? La norme mâle n'est pas une superstructure qui s'imposerait aux représentants hommes du genre humain. Daniel Roy fait valoir au contraire l'acte de création du sujet dans ce rapport à l'universel. Un accord, et c'est ce terme qui est important, à recevoir cette marque en tant que transmise, en tant que marque de discours. Je voudrais donc vous poser deux questions. De quelle nature est cet accord? Et s'agit-il dans ces propositions de la subversion propre à la psychanalyse? Oui, alors vraiment, ce texte de Daniel Roy, je le trouve exceptionnel. Je dois dire que pour moi, ça fait partie des textes de référence sur la question de la norme mâle et disons, du côté homme de la sexuation. Donc, je vous recommande vivement sa lecture. Et où, en effet, alors quand il dit euh, que la norme mâle n'est pas une superstructure, je pense que pour saisir ce qu'il dit, il faut déjà saisir à quoi ça s'oppose. Et il me semble que ça, en tout cas c'est comme ça que je le comprends, que ça s'oppose à certaines idées qui sont développées du côté des gender studies, c'est-à-dire l'idée que le binaire homme-femme relèverait d'un système d'habitus sociaux qui sont transmises par l'éducation, que c'est une histoire d'apprentissage, de devenir voilà, de rôles genrés qui seraient inculqués depuis leur naissance aux filles et aux garçons. Et bon, certes, la psychanalyse, enfin, on reconnaît qu'il y a une part de semblant pris dans les discours qui sont transmis de génération en génération et qu'il y a de ça dans la sexuation, mais bien évidemment, on considère que c'est pas suffisant, enfin que c'est la notion d'assignation par l'autre ou de superstructure ne suffit pas à rendre compte de ce qui se passe pour un sujet qui s'avance en première personne dans le champ du sexuel. Alors là, dans ce passage, Daniel Roy explique un passage très difficile de l'étourdi et qui pose la question de qu'est-ce qui fait que les hommes se constituent en ensemble, en tout, hein, c'est ça, avec l'équivoque du mot homme en français qui aussi bien renvoie au masculin qu'au genre humain. Enfin, et c'est vraiment lumineux. Moi, ça m'a fait comprendre plein de choses, son texte sur l'étourdi, parce qu'il montre bien qu'il faut distinguer l'universel de la psychanalyse de l'universel au sens commun ou au sens courant. Et qu'est-ce qui fait la spécificité de l'universel au sens psychanalytique? C'est qu'il faut distinguer le pour tous du pour tout. C'est ça la clé de la chose. C'est-à-dire que il faut distinguer, c'est pas la même chose le pour tous, où les hommes s'identifient les uns aux autres, voilà, par une voie, s'agrègent par une voie identificatoire. Donc, c'est pas la même chose que le pour tout X, où il explique qu'en fait, l'universel pour les humains n'est produit que par le langage. C'est un produit voilà, il n'y a pas d'universel sans langage. C'est la langue qui crée des universaux, qui sont des fictions, et que plus on parle, plus on universalise, et plus on produit des fictions, et plus on rêve, d'ailleurs, dit Lacan. Et que se reconnaître comme pour tout homme, c'est pas simplement une histoire d'identification, c'est une histoire de consentir à une marque qui, en fait, se situe du côté de la castration, c'est-à-dire ça va avec une cession de jouissance qui fait que on se reconnaît un parmi la lignée des hommes, donc par rapport au père, et un parmi nos semblables, un parmi d'autres. Et pour faire sentir ça, parce que ça peut paraître très abstrait, mais pour faire sentir ça de manière une phrase de Philippe Lassagna qui disait en fait, les hommes sont toujours hommes en bande, c'est-à-dire on n'est pas homme tout seul, on est homme en tant qu'on s'inscrit dans une lignée d'hommes, dans ce pour tout homme.
en reconnaissant l'exception paternelle. Un exemple littéraire qui fait saisir ça, c'est l'exemple de Moritz dont parle, ça fait saisir ça à l'envers. C'est un contre-exemple en fait. Lorsque Lacan commente L'éveil du printemps, la pièce de Wedekind, et Moritz, c'est ce personnage justement, ce jeune adolescent qui ne veut pas se reconnaître un parmi les autres, qui s'accepte, se considère lui-même comme une exception, il s'accepte de ses camarades, et donc, faute de reconnaître l'exception paternelle, c'est lui-même l'exception. Et on voit bien que du coup, il ne consent pas en fait à cette marque fournie par la tradition, à cette marque de la castration, il ne consent pas à la castration. Et donc, ça lui posera voilà, enfin, en effet, ça fait il se retrouvera dépourvu dans la possibilité de pouvoir accueillir ce qu'il en est du sexuel. Et Lacan dit, c'est ce qui en fait un non-dupe, en fait. Donc, cette reconnaissance de la marque, je pense qu'il y a aussi quelque chose qu'on peut saisir, c'est la castration, mais aussi du côté de se faire dupe voilà, du père et voilà, de ce pour toutes. Oui, moi, j'ai lu ce qu'évoque Daniel Roy. Alors, évidemment, c'est une référence à l'étourdi, mais je l'ai lu aussi, il me semble, dans la continuité de ce que Lacan avance dans les années 50, parce que enfin, tout le texte de Daniel Roy vibre finalement de la dimension éthique de l'assomption au sexe, puisque Lacan a des propos très durs. Il dit que chaque fois qu'on réduit ça, l'assomption au sexe, l'identification sexuée, à une affaire, comme tu disais, d'habitus ou de rôle, voilà, il dit que il a des termes forts, il dit c'est une lâcheté morale, c'est un abandon, chaque fois qu'on ne pose pas la question en termes éthiques finalement. Et au fond, tout le texte de Daniel vise à le poser en ces termes. Et alors, ça m'a évoqué plusieurs choses. D'abord, une chose puisque idéologiquement, la question du masculin, du masculinisme revient sur le devant de la scène. Donc, ça m'a évoqué la question de la virilité. Et donc, j'avais été très... Enfin, ça avait retenu mon attention, la façon dont Jacques-Alain Miller avait posé la question du viril, pas simplement phallique, mais viril, en indiquant que, par excellence, c'est un fantasme, la virilité. C'est-à-dire, c'est l'aspiration à combler la castration, le moins phi par petit a. Et que du coup, ça situe la virilité de façon beaucoup plus large, c'est-à-dire c'est vraiment l'institution du sujet, c'est-à-dire de l'institution phallique du sujet par le biais du fantasme. Du coup, la virilité, c'est vraiment la machine à... Enfin, non, le fantasme, c'est vraiment la machine à viriliser les par-lettres, on pourrait dire. Alors, sur la question de l'identification que Aurélie évoquait, c'est-à-dire, et que Daniel Roy évoque aussi quand il parle alors lui, il parle de transmission, oui, de l'accord à recevoir cette marque. Au fond, ce que Lacan dit dans les années 50, c'est qu'au fond, hommes, on l'est toujours par procuration, par identification, c'est-à-dire par une série indéfinie de procurations qui lui viennent de ses ancêtres mâles. C'est-à-dire, il parle au fond, ce qu'est la mascarade virile, c'est-à-dire par identification pure et simple à celui qui en a les insignes. Et donc, ça rejoint ce que tu disais du tout, c'est du tout. Il n'y a de virilité que jugée à l'aune du tout homme ou du tout phallique. C'est-à-dire que de ce point de vue, le signifiant homme qui saturerait la fonction être un homme n'existe pas plus que le signifiant femme. Et c'est dans ce contexte que Lacan, donc ça c'est vraiment un point qui me semble très intéressant, il oppose vraiment l'aspiration à une virilité absolue à la question du désir.
Et qu'il dit le sujet ne peut vraiment centrer son désir qu'en s'opposant à une virilité absolue, c'est-à-dire que alors il prend l'exemple de l'obsessionnel, mais au fond il l'élargit finalement à tous les, on pourrait dire qu'il élargit à tous les sujets. Il dit faute d'un appui pris dans la référence au désir de l'autre, la seule chose qui puisse en effet donner à l'obsessionnel un support à son désir, un semblant d'appui, c'est un objet toujours réductible au phallus. C'est-à-dire, c'est le phallus en place d'objet. Et au fond, c'est ça l'illusion de la virilité absolue. Alors qu'au fond, euh, euh, ce qu'il appelle la fonction phi du signifiant perdu, c'est quoi le signifiant perdu? C'est le signifiant perdu homme. Le signifiant qui ferait fonction d'argument dans la fonction être un homme n'existe pas, et ce qu'il y a à la place, c'est petit a. Donc, c'est ça finalement qu'implique la castration. C'est-à-dire le sujet cède le phallus, notamment dans la relation à l'autre sexe, et il récupère l'identification à être un homme, alors que le signifiant homme, dans sa valeur absolue, n'existe pas. Ça reste ce qu'il appelle la forme du désir mâle, finalement, n'hypothèque pas ce qu'il développera après dans les tourdis. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, je vous renvoie à l'excellent article qu'avait fait Christiane Alberti, qui s'appelle Homme ou Homard. C'était dans le numéro de la cause du désir sur virilité au pluriel. Et qui, moi, une citation que j'aime beaucoup de Lacan du séminaire 5 qui rejoint ce que tu disais là, l'idée de un homme est toujours, l'est toujours par procuration. Il dit un homme en tant qu'il est viril est toujours en quelque sorte sa propre métaphore. Voilà, où c'est ça, c'est, je trouvais que c'est très bien dit sur ce côté de, voilà, c'est toujours en référence aux insignes de l'autre qui viennent. Pour rebondir, c'est vrai que le terme de virilité plurielle, je l'ai trouvé, je le trouvais assez précis, justement par rapport à ce que vous évoquez, c'est-à-dire que il n'y a pas une virilité une, mais des virilités effectivement plurielles. Oui, on a essayé enfin, dans ces conversations d'essayer de voir quand même quelle était la spécificité de l'abord psychanalytique par rapport à l'idée de masculinité plurielle qui est plutôt du côté des gender studies ou maintenant ce qu'on appelle les masculinities studies. Ou voilà, qui emploie aussi la notion de masculinité plurielle, mais finalement avec où c'est une pluralité voilà, de modèles identificatoires où on ne sort pas de la question identitaire. Et on avait à cœur, en effet, lors de ce séminaire, de montrer que la pluralité lacanienne, elle est ailleurs, c'est-à-dire qu'elle est dans la pluralité des modes de jouir. Enfin, voilà, c'est qu'on sort de la question identitaire, de la question justement des normes de genre, et que c'est autrement, qu'il y a du pluriel, voilà, du point de vue lacanien. Ou en tout cas, ça prend autrement la question de l'identification. Ça ne délaisse pas la question de l'identification pour autant, mais ça ne la prend pas du côté de l'identité, c'est-à-dire l'identité qui précède, au fond, la question que le sujet pose sur son être. Elle est assignée avant même que le sujet se pose la question. Et donc ça, c'est une position subversive de la psychanalyse. Voilà. Je vous propose de s'arrêter sur cette phrase. Merci beaucoup. Merci à vous pour votre travail autour de cet ouvrage et puis de vos questions très, très pertinentes.